UML, autrement dit, Unified Modeling Language, est normalisé par l'OMG, Object Management Group. C'est une notation standard pour la modélisation d'applications à base d'objets. Bien sûr, depuis la version 2, il y a la notion de composant. L'UML est utilisable dans de nombreux autres contextes que la conception des bases de données, comme l'utilisation des bases de données. L'UML est un langage utilisant une notation graphique. Alors, l'un des outils importants dans l'UML, c'est la notion de modèle. Un modèle, c'est une représentation partielle de la réalité. En effet, c'est une abstraction, ce qui est intéressant pour un contexte donné. Bien sûr, c'est une vue subjective et simplifiée. Et avec UML, on va s'intéresser principalement au modèle d'application informatique. Bien sûr, un modèle UML, c'est un ensemble de diagrammes ou bien un diagramme. Bien sûr, l'unité des modèles est de faciliter la compréhension d'un système. Il permet également la communication avec le client et la vision de la communication de la documentation. Elle permet de définir, même simuler, le fonctionnement d'un système. Dans ce cas-là, on doit être le plus précis possible et bien sûr, on va utiliser cette même conception dans le développement et la production. Afin d'assurer un bon niveau de cohérence, et d'homogénéité, UML propose plusieurs modèles. Bien sûr, d'une part, un certain nombre de règles d'écriture ou de représentation graphique normalisées, et bien sûr, des mécanismes, ce sont des mécanismes de concepts communs applicables à l'ensemble des diagrammes. Certains éléments comme les stéréotypes sont spécifiques, plus ou moins sont utilisés comme les acteurs dans les cas d'utilisation pour l'adaptation et l'évolution. Et bien sûr la notation pour prendre en compte les particularités des différentes situations à modéliser, comme la gestion des applications ou bien la gestion des bases de données, etc. UML dans sa version 2 propose 13 diagrammes qui peuvent être utilisés dans la description d'un système. Bien sûr, les diagrammes sont groupés en deux grandes catégories. Bien sûr, les diagrammes structurels et les diagrammes comportementaux. Les diagrammes, bien sûr, en l'occurrence, les diagrammes d'interaction. Avant d'attaquer ce schéma, il y a plusieurs manières de diviser le diagramme dans le diagramme de classe. Bon, en général, dans l'UML. Parce que on peut les voir de différentes manières. L'une des manières avec laquelle on peut les voir, on peut les classer selon trois catégories. Statique, dynamique, fonctionnel. Statique, ça concerne tout ce qui n'a pas de relation avec le temps et qui ne bouge pas, comme le diagramme de classe, diagramme d'objet, diagramme de déploiement, diagramme de composants. Fonctionnel, comme le diagramme de cas d'utilisation, séquence d'activité. Dynamique, diagramme de tas de transition, séquence, collaboration et d'activité. Aussi, on peut les classer selon aussi deux catégories, diagramme structurel et diagramme de comportement. Bien sûr, diagramme structurel, c'est tout ce qui est statique, comme le diagramme de classe, comportement, diagramme d'objet. Et le diagramme de comportement, tout ce qui est dynamique, comme diagramme d'activité, diagramme de cas d'utilisation, diagramme d'état. Bien sûr, il y a plusieurs diagrammes. Aussi, on peut trouver les 5 vues de Christian. Bien sûr, ces 5 vues de Christian reposent sur 5 facettes d'un projet. Tout d'abord, on trouve l'aspect statique, qui sont les classes, les objets et les packages, et l'aspect dynamique, qui est l'interaction, comme la séquentielle, les séquences et la collaboration. Aussi, on trouve la vue implémentation, qui est l'aspect statique, les packages, les méthodes, les threads, les vues des processus, qui est l'aspect parallélisme, thread, etc. Vue du déploiement, qui est l'aspect répartition, diagramme de nœuds, etc. Et on trouve les vues de cas d'utilisation comme l'aspect fonctionnel, le cas d'utilisation, les acteurs et les classes et le diagramme de collaboration. Les diagrammes structurels qui composent l'UML sont 6. Premièrement, il y a le diagramme de classe qui représente la description statique du système. Bien sûr, c'est un diagramme clé dans l'UML parce que sans lui, on ne peut pas faire la modélisation.
Diagramme d'objet qui permet la représentation d'instances des classes. Diagramme de composants, bien sûr, qui représente les différents constituants d'un logiciel. Diagramme de déploiement qui décrit l'architecture technique d'un système. Diagramme de pactage donne une vue de l'ensemble du système structuré. Et bien sûr, le diagramme de structure composite permet d'écrire la structure interne d'un ensemble complexe. Bien sûr, les diagrammes comportementaux sont ces diagrammes qui décrivent des événements ou bien qui changent avec le temps. Bien sûr, on trouve le diagramme de cas d'utilisation qui est destiné à représenter les besoins des utilisateurs et qui est très important, et c'est un diagramme clé parce que ce diagramme permet de faire ce qu'on appelle une description générale du projet avec les fonctionnalités principales. Aussi les diagrammes d'état de transition qui montrent les différents états des objets. Diagramme d'activité donne une vie des enchaînements. Il y a le diagramme global d'interaction, bien sûr, qui fournit une vue générale d'interaction. Il y a le diagramme de temps qui permet de représenter les états et les interactions d'objets dans un contexte de temps. Bien sûr, on construit les modèles de systèmes complexes parce que nous ne pouvons pas comprendre un système dans sa totalité. Des techniques de modélisation performantes sont nécessaires face à l'augmentation de la complexité des systèmes. Parce qu'actuellement, vu le développement technologique et la rapidité d'utilisation, alors on a comme une sorte de plusieurs challenges. Alors tout simplement, on doit faire en sorte de voir le projet de différentes faces. Il y a de nombreux facteurs, bien sûr, d'un projet, avoir une méthodologie rigoureuse, bien sûr. Un langage de modélisation doit comprendre les éléments du modèle, bien sûr, le concept de modélisation, et une notation, une interprétation visuelle. La description d'un objet est une abstraction ayant des limites et un sens précis dans le contexte du projet étudié, bien sûr. Un objet possède un état, un comportement et une identité. En effet, il y a toujours un objet porte un nom. Bien sûr, ici, on trouve classe véhicule, objet véhicule. Bien sûr, si on fait cette translation en informatique, tout simplement, on peut dire que le diagramme de classe, ce sont les classes. Mais en général, lorsqu'on va traduire ça en un langage de programmation, bien, donc tout simplement, on aura des objets, parce qu'ils vont véhiculer exactement le fonctionnement. Un objet se présente sous la forme d'un rectangle dont la première cartouche se présente donc la figure d'objet. Bon, dans la deuxième cartouche, on trouve les attributs, les valeurs. Ah, bien sûr, un attribut est constitué d'un couple non-valeurs, ce sont les valeurs fixes. Le comportement, ce sont les compétences d'un objet. Une classe définit les caractéristiques et les comportements communs d'un ensemble d'objets, les instances de la classe. Bien sûr, une classe est une abstraction et une encapsulation des caractéristiques de cet ensemble d'objets. Une classe précise les propriétés, bien sûr, les caractéristiques statiques et les comportements, les méthodes. On trouve aussi une instance de la concrétisation, c'est-à-dire ici on trouve une classe. Et bien sûr, cette classe, on va avoir des instances dans lesquelles on va avoir une sorte de copies qui vont porter différents noms de variables. Aussi, parmi les choses les plus importantes en UML, c'est la communication entre les objets qui s'effectue au moyen d'un message, bien sûr. Et ces messages sont transmis d'un objet à un autre ou bien entre classes. Il y a plusieurs méthodes de notions, de messages. On trouve la notion de l'envoi simple, qui est l'envoi synchrone. Bien sûr, le seul objet qui est actif, l'envoi synchrone, l'expéditeur bloqué jusqu'à acceptation du destinataire. Le voie débordant, le destinataire est bloqué à réception. Le voie minuté et bien sûr le voie asynchrone. Chaque type de communication, il a un propre symbole. Ce qui est ce qu'on appelle la notation.